Bienvenue. Je ne vais pas prendre trop de temps pour ma présentation. La façon dont j'ai conçu les choses, vous voyez, on est dans un endroit qui est relativement petit, avec une trentaine de personnes. C'est une audience réduite. Donc le but de cette conférence, ce n'est pas forcément de vous assommer avec 1h30 de discours. Le but, c'est qu'on fasse peut-être chacun une présentation introductive, Mathilde et moi, qui permettent ensuite peut-être de lancer une discussion. On a une configuration ici qui s'y prête. Et un peu dans cet esprit-là, j'ai essayé de faire une présentation qui soit assez rapide et qui, sans entrer dans des choses très techniques, dans des choses très compliquées, ni trop dans des discussions politiques, vous raconte un peu une petite histoire sur la base de 2 études de cas pour que vous compreniez qu'est-ce qui est en jeu quand on parle de l'optimisation fiscale des multinationales. Donc vous allez peut-être être déçus dans un premier temps parce qu'on va assez peu discuter des sujets qui vous sont certainement familiers du fait du contexte politique actuel. La 3e réforme de la fiscalité des entreprises en Suisse, dont le cœur est précisément la question de l'imposition des multinationales. Vous avez vu que le référendum a été déposé contre ce projet de réforme il y a une semaine, que hier le Conseil fédéral a choisi la date de votation sur cette réforme, le 12 février prochain. Vous avez probablement en tête, puisqu'on est dans le canton de Vaud, le pendant cantonal de cette réforme qui a déjà été approuvé, qui est déjà entré en vigueur. Mes allocations familiales ont été augmentées de 40 francs par mois depuis le 1er septembre. C'est une des conséquences de cette réforme. Donc, bon, vous avez tout ce contexte politique en tête, en tout cas partiellement. Mon but ici, c'est pas de commencer par ça, c'est pas de commencer par décortiquer ce contexte-là. On le fera peut-être, mais plus d'une façon libre, lorsqu'on discutera. Je réponds volontiers à toutes les questions à ce sujet-là dans un 2e temps. Je vous propose de commencer vraiment par un simple récit autour de 2 études de cas qui montrent comment ça fonctionne, cette optimisation fiscale des multinationales. L'optimisation fiscale des multinationales, et ce sera ma dernière phrase introductive, c'est quelque chose qui a beaucoup suscité de discussions dans les médias, à l'échelle même internationale ces dernières années. Vous avez vu les évolutions à ce sujet, peut-être à l'OCDE, peut-être même que le projet BEPS, c'est quelque chose que vous avez dont vous avez déjà entendu parler. Mais au fond, au-delà d'une quinzaine d'histoires qui ont souvent été racontées par des ONG ou par des journalistes, c'est souvent assez difficile de se rendre compte qu'est-ce que c'est cette histoire. Les faits, les chiffres, les indications précises, démontant quelque part un peu les mécanismes de cette optimisation fiscale, sont rarement publiés, rarement mis à la disposition de tout un chacun. Pas tellement parce que c'est des choses très compliquées, mais surtout parce que c'est le secret bien gardé de ces sociétés que de réussir quelque part à adopter des schémas bien précis qui permettent de limiter leur facture fiscale, mais aussi parce qu'elles sont souvent face à des autorités de taxation, en particulier dans les pays comme la Suisse, qui sont extrêmement complaisantes avec ce type d'opération-là, puisqu'elles en tirent des substantiels bénéfices au détriment des populations, des pays souvent pauvres, dans lesquels ces ressources sont en définitive soustraites. Et ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est 2 études de cas qui documentent précisément pour les pays du Sud, qu'est-ce que ça représente au fond, cette évasion fiscale, cette optimisation fiscale. Le premier cas que j'aimerais vous montrer, c'est un cas déjà ancien qui a été documenté en 2010 par une ONG britannique qui s'appelle ActionAid et qui portait sur le cas d'un brasseur qui est actif à l'échelle mondiale, une des multinationales de la brasserie mondiale, qui s'appelle SAB-Miller. Entre-temps, SAB-Miller n'existe plus sous cette forme-là. Ils ont fusionné encore avec un autre brasseur pour devenir les principaux brasseurs de bières mondiaux. Mais en 2010, c'était encore SAB-Miller. SAB-Miller, c'est donc l'étude qui a été faite par ActionAid se penche sur ce que fait SAB-Miller dans sa brasserie au Ghana. Le Ghana, c'est un petit pays démocratique de l'ouest de l'Afrique, qui est comparé parfois un peu à la Suisse de l'Afrique, qui est en train d'essayer de devenir une place financière en pleine croissance en Afrique, et dans lequel vous avez... c'est pas un des pays les plus pauvres du globe, c'est pas un pays où la gouvernance est nulle, c'est pas un pays où l'État s'est effondré, c'est pas Haïti, c'est pas... donc de ce point de vue-là, c'est un pays avec une démocratie fonctionnelle qui est relativement en paix, une économie plus ou moins prospère et des autorités fiscales relativement compétentes. L'étude d'ActionAid est allée décortiquer ce qui, dans ce pays-là, se passait pour la filiale locale ghanéenne de SAB-Miller, donc je l'ai dit, un des plus importants brasseurs du monde, et ils sont donc allés sur place.
Et puis en allant sur place, ils sont arrivés dans un café. Donc vous avez la photo ici, vous avez la photo donc, de la tenancière de ce café. C'est un petit café à Accra avec 3 employés, donc c'est quand même pas juste une boutique sur la rue. C'est quelqu'un qui a une patente de cafetier-restaurateur, on est dans l'économie formelle. Et puis ici, vous voyez donc cette tenancière, Martha Lutgrod, qui explique aux enquêteurs d'ActionAid qui sont arrivés sur place que, bah oui, voilà, elle vend de la bière, elle a une bière qu'elle montre ici avec le doigt, qui est cette bière Castle, on va y revenir, et puis que bah, son salaire mensuel, c'est de l'ordre de 220 livres à peu près, et puis qu'avec ce salaire-là, elle paye, elle, à titre personnel, elle est propriétaire donc, de ce petit bistrot, une 50aine de livres par an d'impôts. Voilà, donc c'est à peu près ce qu'il faut imaginer comme étant le taux d'impôt d'une petite PME comme ça, d'un petit café. Et Martha a raconté tout ça, et les enquêteurs en ont pris note, d'autant plus que eux, ce qui les intéressait, c'était ce qu'il y avait de l'autre côté de la rue. Cette énorme brasserie, dont vous avez aussi une photo ici, la brasserie d'Accra, qui est cette fameuse brasserie de S.A.B. Miller au Ghana. C'est une brasserie qui a une position dominante. Les bières brassées là sont les bières que vous trouvez usuellement dans tous les bistrots du Ghana. Et donc la valeur totale, le chiffre d'affaires de la bière produite dans cette brasserie représente quelque chose comme 28 millions de livres par an. Donc vous voyez quelque chose qui est sans commune mesure avec les revenus du café juste en face. Cette brasserie, donc je l'ai dit, elle appartient à S.A.B. Miller, deuxième producteur de bière du monde à l'époque. C'est probablement un concept, enfin je ne sais pas si vous connaissez le nom de S.A.B. Miller, mais vous connaissez plus vraisemblablement certaines des marques de S.A.B. Miller, comme Grolsch, Peroni, ou justement cette fameuse bière Castle qui est vendue au Ghana, qui est brassée sur place avec cette marque Castle, pas avec la marque Miller, par la brasserie que vous voyez ici. S.A.B. Miller, à l'époque, c'est un groupe multinational qui est très présent dans les pays du Sud, qui tire l'essentiel de son chiffre d'affaires et de son bénéfice de pays du Sud ou de pays émergents, par exemple en Inde, mais dans toute l'Afrique, en particulier la partie australe de l'Afrique, donc plutôt l'Afrique anglophone. Et ses bénéfices par an, c'est un groupe qui est coté en bourse, ses bénéfices par an, à l'époque, se montent à quelque chose qui est de l'ordre de 2 milliards de livres. Maintenant, si on se concentre sur la brasserie ghanéenne de S.A.B. Miller, que vous avez en photo ici, on se rend compte qu'en 2009 et en 2010, cette brasserie n'a pas payé une livre d'impôt au Ghana du tout. Si on étend un tout petit peu la période en considérant également les années 2007 et 2008, donc les 4 années précédant la parution de l'enquête de nos collègues d'ActionAid, on se rend compte qu'ils n'ont pas payé d'impôts sur le bénéfice. Ils ont payé en 2007 et 2008 des impôts, mais d'une autre nature. Et c'est ça, au fond, le principal problème de l'optimisation fiscale des multinationales, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des parties très étendues de l'économie mondiale qui sont détenues par des sociétés de ce style-là. Donc, c'est des sociétés qui sont actives dans une multitude de pays. Et puis, ces sociétés, si on les compare aux PME, elles... typiquement au café, donc, que je viens de montrer avant, le café de Martha, elles jouissent, elles ont le privilège de pouvoir utiliser toute une série de mécanismes, de schémas, qui leur permettent d'optimiser leur charge fiscale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de répartir leurs bénéfices, de configurer leurs transactions internes à travers toute une série d'opérations comptables, de façon à faire disparaître leurs bénéfices des zones où elles sont imposées sur ces bénéfices, et de façon à ne pas payer d'impôts dans ces endroits-là. Ces bénéfices réapparaissent ensuite dans des pays qui sont des pays où, justement, il y a une fiscalité intéressante, souvent très basse, parfois inexistante, qui permet de distribuer ensuite ces bénéfices aux actionnaires de telles sociétés sans qu'ils aient été écornés quelque part ou amoindris par le fisc. Comment ça fonctionne concrètement ? Alors dans le cas ghanéen, nos collègues d'ActionAid avaient réussi à décortiquer ça un tout petit peu en ayant accès aux comptes de cette brasserie. C'est quelque chose qui est déjà relativement rare. En règle générale, vous avez beaucoup de peine à accéder aux comptes de sociétés, en particulier si c'est des sociétés pas cotées, en particulier lorsque c'est des sociétés qui sont membres d'un groupe. Vous avez accès parfois aux comptes consolidés à l'échelle du groupe, mais c'est très difficile d'avoir accès ensuite aux comptes détaillés de chacune des filiales de ce groupe. Parfois, c'est même difficile de comprendre quelle est la structure du groupe avant même de parler de l'accès à ces chiffres.
Mais ici, en l'occurrence, ils avaient réussi à avoir accès au compte de la brasserie, je ne me souviens plus comment d'ailleurs, pour être franc, et ils avaient réussi à montrer quelque chose d'assez intéressant, c'est que, en fait, cette brasserie, elle faisait du bénéfice. Elle faisait du strict point de vue comptable du bénéfice. Elle vendait de la bière, elle ne la vendait pas à perte. Mais par contre, lorsqu'on regardait de façon un tout petit peu plus détaillée ses comptes, on se rendait compte que ces bénéfices, ils étaient annulés avant, si vous voulez, la ligne fatidique donnant le bénéfice définitif de l'entreprise sur lequel cette brasserie allait être taxée. Ils étaient annulés par toute une série de transferts qui étaient effectués depuis cette filiale ghanéenne en direction d'un certain nombre de pays, en règle générale des paradis fiscaux, dont la Suisse. Et ces paiements étaient justifiés par toute une série de lignes comptables dont il était relativement difficile de saisir précisément la justification. On parlait par exemple de droit des marques, le fait que les marques de bière qui étaient vendues par cette brasserie n'appartenaient pas en fait à la brasserie, ils appartenaient à une société qui était située ailleurs, et puis l'utilisation de cette marque justifiait un paiement qui était de nature à supprimer complètement, à faire disparaître le bénéfice réalisé par cette brasserie. Ou alors on avait des frais de marketing ou des services qui étaient alloués par d'autres filiales du même groupe à cette filiale ghanéenne, des prêts, des justifications de ce type-là qui permettaient de faire disparaître complètement, mais d'un point de vue strictement comptable, ailleurs, dans une autre filiale du groupe, en fait, les bénéfices réalisés ici. Ils n'avaient pas seulement analysé le cas de la Suisse. Dans leur rapport actionnel, ils avaient pris l'ensemble des pays qui étaient considérés par des paiements de ce style à l'intérieur du groupe SAB Miller pour toute une série de pays africains. Ils avaient pris au total pas que le Ghana, ils avaient pris le Ghana, la Zambie, l'Afrique du Sud, le Mozambique, la Tanzanie, et ils avaient regardé où est-ce que vont ces flux financiers qui repartent des filiales de SAB Miller dans ces divers pays. Et ils avaient identifié 4 ou 5 pays qui étaient les principaux pays de destination de ces flux, en particulier l'île Maurice, qui joue un rôle important dans le cadre de ces pays-là, et la Suisse. Ils avaient conclu qu'il y avait l'équivalent d'une centaine de millions de livres de bénéfices qui avaient été soustraits à l'imposition par de telles opérations comptables dans les pays qu'ils avaient étudiés, et 38,5 millions de livres, donc à peu près 40% de ces bénéfices soustraits à l'imposition dans ces pays du Sud, avaient atterri en Suisse dans une filiale du groupe SAB Miller qui était domiciliée à Zug. Vous avez ici l'extrait du registre du commerce de cette filiale zugoise de SAB Miller qui existe toujours aujourd'hui. Ils avaient réussi même à estimer, c'est une estimation, c'est des calculs qui sont assez difficiles de faire, ils avaient réussi à estimer que les pertes fiscales qui résultaient de cette optimisation fiscale agressive, donc cette capacité à transférer de façon tout à fait légale des bénéfices réalisés dans ces pays-là, dans des paradis fiscaux, ils avaient estimé que ces pertes fiscales représentaient une dizaine de millions de livres pour l'année considérée. Il faut se rendre compte que 10 millions de livres pour ces pays-là, c'est tout à fait substantiel. Ça, c'est une école au Ghana. Bon, vous voyez, ils sont allés après à interviewer des gens sur place en discutant un peu le budget de l'État, voilà, il est suffisant ou pas. Et au Ghana, et encore une fois, c'est pas un des pays les plus pauvres d'Afrique, c'est pas un des pays les plus mal gouvernés du monde. Vous avez des écoles qui sont comme ça, il n'y a pas de mur. Quand vous discutez avec l'enseignant, il vous dit voilà, quand il pleut, ça passe un peu à travers, on a un toit en tôle, ça fait longtemps qu'il est là, il est rouillé. Enfin, voilà, c'est ça une école au Ghana. Donc 10 millions de livres dans ces conditions-là, c'est pas rien. Même si évidemment, par rapport aux bénéfices d'un groupe de ce style-là, ou par rapport à nos budgets publics, ça peut sembler... Bon, c'est des sommes, évidemment, pour un porte-monnaie comme le vôtre ou le mien qui sont importantes, mais c'est des sommes qui sont beaucoup plus faibles que les budgets publics chez nous. 10 millions de livres au Ghana, c'est pas rien. Maintenant, si on se penche plus spécifiquement sur le rôle de la Suisse, toujours sur la base de cette étude de cas, cette petite histoire de ActionAid à l'époque, ils étaient allés regarder plus en détail ce qui concernait les paiements qui étaient effectués à destination de la Suisse. Et puis, ils avaient essayé de comprendre, dans le cas précis de la Suisse, pourquoi ces paiements ont été faits, comment est-ce qu'ils ont été justifiés. Et ils étaient tombés sur des justifications qui étaient extrêmement... comment le dire, extrêmement grossière, extrêmement peu consistante.
les flux qui quittaient donc le Ghana et qui arrivaient en Suisse étaient légitimés par l'affirmation selon laquelle la société zougoise, dont on a vu juste avant l'extrait au registre du commerce, fournissait des conseils qui avaient un prix, et puis que cette filiale du groupe SAB Miller facturait à cette autre filiale du groupe SAB Miller au Ghana, qui profitait de ces conseils en disant, ben voilà, on vous a expliqué comment il fallait faire l'étiquette de votre bière, j'ai aucune idée de ce que c'était que ces conseils, maintenant vous devez nous payer, et puis c'est 1 million ce conseil. Bon. Et ça les a interloqués, parce qu'ils trouvaient que cette justification était relativement vague, donc ils ont essayé d'en connaître un peu plus sur la nature de ces conseils. Et puis ils ont fait ce que les journalistes en Suisse n'ont pas le droit de faire, ils ont essayé d'attraper SAB Miller à son propre jeu, donc ils ont créé de toutes pièces le profil fantasque d'un extraordinaire personnage qui était très très doué en conseil aux entreprises, en particulier aux entreprises actives dans le secteur de la bière. Et puis ils ont fait son CV, ils ont trouvé une photo, et ils ont envoyé une lettre de motivation de ce personnage qui était donc inexistant, c'était une entourloupe. Ils ont envoyé une postulation à la filiale zougoise en disant, ben voilà, en fait, on a ce monsieur, il s'appelle Monsieur Smith, il aimerait beaucoup venir bosser chez vous et donner des conseils aux entreprises membres de votre groupe. Et puis là, ils ont reçu, comme ils s'y attendaient un peu, une réponse de la société zougoise assez univoque qui disait, désolé, on ne va pas pouvoir engager ce fameux Monsieur Smith parce qu'on ne fait pas ça ici, on ne fait pas de conseil aux entreprises. Donc ils avaient quelque part un élément très tangible qui leur montrait que la justification qui était apportée pour quelque part récupérer les bénéfices réalisés par cette filiale ghanéenne de SAB Miller et les transférer en Suisse sur la base d'une écriture comptable disant c'est une facture interne, on a dû payer notre filiale en Suisse pour les conseils qu'ils nous ont donnés. Ils avaient la preuve, ou disons des éléments très tangibles leur permettant d'affirmer que c'était du vent. Ces conseils n'avaient jamais existé, et donc c'était simplement un subterfuge qui avait été construit ici pour éviter que cette filiale paye ses impôts au Ghana. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour une raison relativement simple, c'est qu'à Zug, et c'est quelque chose qui est très connu, vous avez un régime fiscal extrêmement attrayant en comparaison internationale pour les sociétés, en particulier pour les sociétés holding. Vous avez ici les taux d'impôt, vous voyez sur le bénéfice réalisé pour les sociétés holding. On suppose, on n'a pas de preuves, mais on suppose, parce que ce n'est pas public, figurez-vous, mais on suppose que la société filiale dont je vous ai montré l'extrait du registre du commerce avant était au bénéfice d'un de ces régimes fiscaux cantonaux spéciaux, en l'occurrence ici le régime des sociétés holding, et vous voyez les impôts sur le bénéfice. Dans le canton de Zug, c'est très simple, keine Steuer, pas d'impôt sur le bénéfice. Donc c'est ça la raison pour laquelle on rapatrie ces bénéfices-là. Au Ghana, ils auraient été taxés, ici ils ne le sont pas. Donc ça c'est, si vous voulez, la raison principale qui fait que ces bénéfices atterrissent à Zug et pas ailleurs. C'est qu'en Suisse, vous avez, à Zug notamment, mais ailleurs aussi, toute une série de régimes fiscaux cantonaux ou de facilités qui sont offertes pour l'imposition des groupes multinationaux, en particulier ce type d'opération que je viens de vous décrire exactement. Et ça, c'est à la fois un des arguments décisif de la promotion économique suisse depuis pratiquement un siècle. On a cherché à attirer des entreprises, des grands groupes multinationaux ici en faisant usage de ce type d'arguments, et c'est aussi la raison pour laquelle ce type d'opérations se font avec, sur la cartographie mondiale de l'évasion, de l'optimisation fiscale, l'importance, le poids décisif de la Suisse. On va y revenir, ce sera aussi ce sur quoi j'imagine qu'on va discuter dans la dernière partie de notre soirée, où vous aurez l'occasion d'intervenir aussi. Mais j'aimerais vous montrer un deuxième exemple, plus bref, peut-être aussi un tout petit peu moins frappant, en vous parlant un tout petit peu de l'optimisation fiscale du groupe Kering en Suisse. Le groupe Kering, c'est probablement un nom qui ne vous dit rien. Kering, c'est une société française cotée en bourse, qui est leader dans le monde de la mode, qui possède toute une série de marques. L'ancien nom du groupe Kering, c'était Pinot Printemps Redoute, donc peut-être que ça, c'est quelque chose qui vous dit vaguement quelque chose. La Redoute, on connaît. Et ce groupe est un groupe multinational extrêmement important, coté en bourse en France,
possédant une cinquantaine ou une soixantaine de marques différentes, actives sous plusieurs labels, sous plusieurs marques du monde du luxe, de l'industrie du luxe, de la montre, de l'horlogerie, de l'habillement, du textile, des habits de sport, ou des chaussures même. Et ce groupe, ce que personne ne sait, mais ce groupe dispose d'une filiale extrêmement importante en Suisse, dans le Tessin, dans le canton du Tessin. La déclaration de Berne, donc aujourd'hui Public Eye, a fait en 2016, début 2016, en janvier, une petite étude sur ce qu'on a appelé la Fashion Valley tessinoise. C'est un phénomène qui nous a étonné il y a 4-5 ans, quelque chose comme ça. On s'est rendu compte qu'il y avait toute une série de grandes marques de la mode, pas seulement Kering, mais d'autres, Gucci, Armani, North Face et d'autres, vraiment des gros groupes internationaux de l'industrie de la mode ou du luxe, du vêtement, du luxe, qui se domiciliaient au Tessin. Et on a cherché à comprendre au fond pourquoi, à avoir un peu des chiffres à ce sujet-là. Et vous avez ces chiffres résumés dans une petite étude dont je vous ai mis quelques exemplaires ici à l'entrée, d'où est tiré le graphique que vous avez ici. Au total, entre 1997 et 2016, donc sur cette vingtaine d'années, on a pu estimer qu'au moins 27 groupes de l'industrie vestimentaire, tous des groupes d'importance mondiale, hein, les marques vous diront peut-être quelque chose, justement Boss, Abercrombie & Fitch, Tom Ford, Puma et d'autres, étaient venus s'installer au Tessin. On estime que le chiffre d'affaires de l'ensemble de ce secteur au Tessin, c'est quelque chose de l'ordre de 12 milliards de francs, ce qui représente 10 fois plus que l'industrie des métaux et des machines au Tessin. Davantage même que le secteur du tourisme au Tessin, qui est pourtant pas petit, et davantage aussi que le secteur financier au Tessin, qui n'est pas petit non plus. Donc au total, ce secteur est devenu, du point de vue de ses contributions, c'est des estimations là-dessus, on n'a pas réussi à trouver de chiffres, no comment à la fois des entreprises et des autorités qu'on a interrogées à ce sujet-là, mais on estime que c'est devenu le principal contributeur du Tessin, ce secteur de la mode et de l'industrie vestimentaire. Or, et c'est quelque chose d'étonnant, vous avez finalement assez peu de personnes qui sont actives dans ce secteur. Si vous regardez le poids de ce chiffre d'affaires, est sans commune mesure avec le poids du secteur de l'emploi, du secteur du textile ou de l'industrie vestimentaire dans l'emploi, qui n'est pas négligeable au Tessin, parce que vous avez aussi un certain nombre de sociétés qui sont réellement des sociétés productrices au Tessin, mais qui n'est pas tellement le fait de ces grandes marques qui sont installées souvent avec des headquarters là-bas, donc ils ont des bureaux, mais ce n'est pas là qu'on produit ces vêtements. Donc c'est quelques dizaines, parfois quelques centaines d'employés qui sont dans des sociétés nouvellement créées, qui génèrent tout à coup des milliards de chiffres d'affaires. Comment c'est possible ? C'est possible parce qu'en fait ces sociétés ont ici créé des sociétés qui sont destinées uniquement à de l'optimisation fiscale, donc dans la raison principale, comme dans l'exemple Zougoua précédemment, la raison principale d'exister consiste à acheter et revendre à l'intérieur d'un groupe des vêtements, et souvent à administrer les droits des marques de ces vêtements. Donc en gros, je force un peu le trait parce que ça ne se passe pas tout à fait comme ça, mais ces sociétés-là, elles achètent par exemple un jeans qui a été produit peut-être en Chine, peut-être par un sous-traitant du groupe. Puis ce jeans, quand il sort de Chine, il vaut, je sais pas, $10 la paire. Puis elle l'achète, puis elle le revend pour le commercialiser, par exemple, je ne sais pas, en Allemagne, ou en France, ou ailleurs, et à ce moment-là, il vaudra $120 la paire, ou $100 la paire. Et la différence, c'est quand elle l'achète, ce jeans, c'est un bout de tissu, mais quand elle le revend, il a une marque. Ça peut être la même chose avec une paire de lunettes, ça peut être la même chose à ce que vous voulez. Et ça, c'est le modèle d'affaires de ces sociétés qui administrent en fait le droit des marques, de ces marques de l'industrie textile depuis le Tessin. Dans le cas de Kering, on a réussi à avoir des chiffres relativement précis sur l'ampleur des bénéfices totaux du groupe qui étaient réalisés par la filiale tessinoise. Pour la petite histoire ici, donc là de nouveau c'est quelque chose en général vous n'avez pas. C'est très difficile d'obtenir des chiffres détaillés consacrés aux bénéfices de certaines filiales d'un groupe. Vous avez en général les bénéfices consolidés, vous ne voyez pas tout ça. Et là il y a une faille de la législation luxembourgeoise qui nous a permis en fait d'obtenir des informations assez précises concernant les bénéfices des différentes filiales du groupe Kering. Il se trouve qu'au registre du commerce du Luxembourg, lorsque vous avez une société mère là-bas, donc la holding mère d'un groupe, vous êtes obligé
de donner des comptes relativement détaillés sur l'activité des différentes filiales dont cette holding mère est détentrice. Et puis, pour le malheur un peu du groupe Kering, Kering a une structure de ce style, c'est-à-dire derrière la société mère de leur groupe est en France, mais elle a une filiale au Luxembourg qui, elle, détient ensuite toute une série de filiales, pas l'ensemble des filiales de Kering, mais une partie substantielle d'entre elles. Et ça nous a permis de chiffrer un tout petit peu le bénéfice qui était réalisé par cette filiale helvétique par rapport à celui de l'ensemble du groupe et de le comparer aux employés qui étaient employés au Tessin ou ailleurs. Et de ce point de vue-là, on arrive au final à cette comparaison assez parlante, je trouve. Lorsqu'on regarde la part du bénéfice qui est réalisé en Suisse par Kering, on a compté très large, c'est une estimation très conservatrice, on a pris dedans les employés de leurs autres filiales suisses. On arrive à un bénéfice par employé en Suisse qui est de l'ordre du 1,5 million de francs suisses. Donc chaque employé en Suisse rapporte par année à Kering quelque chose comme 1,5 million. Et puis quand vous prenez les 30 400 autres employés du groupe dans le monde, eux, ils travaillent aussi, probablement pas beaucoup plus long ou beaucoup plus brièvement que les employés suisses d'ailleurs, mais le bénéfice que eux rapportent à leur société, à leur groupe mère est d'un facteur 117 fois inférieur. Donc ça, c'est un indice clair que ici, cette répartition du bénéfice, elle ne doit rien à la productivité exceptionnelle des employés suisses, mais elle montre simplement qu'on a relocalisé les bénéfices réalisés par le groupe à l'échelle mondiale dans sa filière suisse. Voilà, donc c'était une deuxième étude de cas. Ces deux études de cas sont intéressantes parce que dans les deux cas, avec des mécanismes un peu différents, vous voyez de l'optimisation fiscale qui est effectuée au détriment des pays du Sud, pour des raisons un peu différentes dans le cas de SAB Miller et dans le cas de Kering, mais vous avez des schémas d'optimisation fiscale qui sont donc de ce point de vue-là au centre de l'attention de la déclaration de Berne. Nous, c'est ce dont on s'est beaucoup préoccupé. C'est le cœur de notre mission, les pays du Sud, la politique de développement. Mais c'est clair que les pays du Sud ne sont pas du tout les seuls à être lésés. Ces groupes sont actifs aussi dans d'autres pays économiquement développés. À l'intérieur de l'UE, j'ai mentionné avant Kering, voilà, c'est un groupe français, ils vendent en France, leurs clients sont dans l'ensemble de l'UE, ailleurs encore. Et ces dernières années, vous avez eu toute une série de cas de sociétés qui ont été mis à l'index d'une certaine façon, qui ont été critiqués du fait de leur montage de l'optimisation fiscale agressive qu'ils faisaient, mais souvent au détriment de pays du Nord qui, eux, perdaient de la substance fiscale du fait de telles opérations d'optimisation. Ici, j'ai fait une liste qui n'est pas exhaustive, mais qui recense les principaux cas. Tous ces cas, tous les cas que vous avez ici, Amazon, Apple, Caterpillar, Coca-Cola, Starbucks, Shell, Glencore, eBay, Vale, vous vous souvenez certainement de Vale ici à Saint-Pré, là aussi on est avec quelque chose qui a des conséquences directes pour les pays du Sud, Folcafé, Zara, toutes ces marques que vous connaissez ont été, au cours des 6 ou 7 dernières années, montrées du doigt, ont été exposées par des études, par des rapports qui ont documenté la façon dont elles faisaient de l'optimisation fiscale, et toutes en passant par la Suisse, toutes avec des montages juridiques, avec des sociétés, des régimes fiscaux qui étaient helvétiques. Voilà, pour le moment, je vais m'arrêter ici. On enchaînera ensuite sur ce que ça veut dire du point de vue politique suisse dans une seconde partie, je crois. Et puis, je laisse volontiers la parole à Mathilde.